Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose en fait un espèce de résumé, un petit peu comme on avait fait avec les résumés des jeux de rôle de la chaîne, mais par rapport à ce qui fait, on va pas se mentir quand même, le nœud d'énormément de discussions quand pas mal de joueurs plutôt habitués viennent tourner au studio. Vous le savez, nous avons depuis quelques semaines repris les lectures et les relectures, les présentations, même pour ceux qui ne le connaissent pas, de la fin des temps de Games Workshop. On a relu ça, je relis ça avec un plaisir absolument énorme, mais Warhammer Made by Amateur, donc cette chaîne, tourne un petit peu autour du fait aussi que l'idée m'est venue parce que j'avais déjà fait quelques parties de la fin des temps et en les jouant in-game, les résultats par rapport à l'histoire écrite par Games Workshop changeaient. Et lors des tournages vraiment de la première année de la chaîne, eh bien, on commençait à avoir vraiment des parties importantes qui se passaient dans les livres d'armée qui changeaient. Et il m'est venu l'idée, assez orgueilleusement, je vais pas vous mentir, en se disant tu sais quoi, moi aussi je vais faire ma fin des temps. Et je sais pas si c'était vraiment de l'orgueil ou simplement parce que ça me faisait déconner en fait, de me dire je suis sûr qu'ils ont pas fait leur partie, ils voulaient finir l'histoire. Et moi derrière en fait, au fur et à mesure, j'en suis arrivé presque à une concordance sur les parties et je trouve ça trop bien. Le principe absolu de Warhammer Battle, pour moi, même plus que Warhammer 40 000, le Seigneur des Anneaux, tout ça, vraiment pour moi, Warhammer Battle a toujours été quelque chose de création. Très peu de héros légendaires, beaucoup plus vos propres héros que vous jouez sur la table, que vous incarnez sur la table, et derrière, leur créer des histoires épiques. Mais quand on jouait des seigneurs légendaires sur Warhammer Battle, c'était quelque chose, bam, voilà, tu savais pourquoi tu venais, quoi. La partie, elle se préparait des semaines à l'avance parce que tu savais que sortir Tyrion ou Malekith, c'était pas rien, tu vois. Carlito qui sort, c'est pas rien du tout. Et la fin des temps de la chaîne, notre timeline, se développe au fur et à mesure. Et ça fait quand même quelques parties qu'on a tournées. On en est à plus d'une quinzaine, je crois. Enfin, en tout cas, une quinzaine. Certaines que vous n'avez jamais vues, même sur la chaîne, parce qu'elles étaient trop rapides ou pareil, le montage, la partie était trop unilatérale ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, faire un espèce de résumé, une espèce de remise à niveau même, parce qu'il y a moi-même, j'ai beau critiquer Games Workshop parce qu'ils ont fait une histoire à chier, parce que c'est l'histoire de mon enfance qui s'est arrêtée. Mais moi aussi, quand j'ai fait ma timeline, je me suis remarqué qu'en refaisant mes notes, j'ai fait des erreurs. Donc, cette vidéo, c'est pas du narratif, c'est de la présentation que je vais vous faire comme ça. Cette vidéo, elle est pour vous présenter et vous faire un résumé de toute ma timeline, un résumé corrigé de ma timeline de la fin des temps. Ma fin des temps. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Donc je vais vous faire une espèce de présentation avec cartes, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent sur Twitch, j'adore les cartes, je suis guide historique de base, donc j'adore tout ce qui est cartes. Et j'ai essayé de vous représenter une carte mondiale du monde de Warhammer avec vraiment les impacts et en vous parlant de ma timeline, comment elle a démarré, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les pures créations, bien sûr, mes extrapolations que j'ai par rapport à cette histoire. Et pour ceux qui suivent, vous voyez que c'est quand même très changeant par rapport à l'histoire de Games Workshop. Je fais beaucoup moins de cependant que nos chers amis de Games, mais j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. C'est parti pour le résumé de ma timeline et espérons que je ne fasse pas d'erreur durant cette vidéo et que vous ne le direz pas en commentaire. Non, allez-y, dites-le. Le but, c'est quand même qu'on fasse un truc cohérent. Enfin, plus que Games Workshop. Donc, ma timeline est... Alors, voilà, je m'excuse, mais je vais souvent lire mes notes juste en dessous, donc je risque d'avoir quelques fois, quand l'écran va revenir sur moi, mes yeux qui regardent mes notes. Mais que voulez-vous, je suis encore un vieux qui écrit du papier. Donc, ma timeline commence bien sûr, pour moi, la fin des temps, elle commence en 2519, c'est-à-dire au couronnement d'Archaon. Voilà, Bel-Lacor vient de poser la couronne sur la tête à Archaon, c'est le lancement pour moi de la fin des temps. Cette fin des temps, c'est lui qui va détruire le monde, c'est son but. Je ne suis pour aucun des camps. Vraiment, je respecte et je donne
quelques petites chances au début de l'histoire à certains héros parce que c'est vous qui l'aviez demandé dans les commentaires. À un moment ou un autre, les points de destin, c'est terminé. Il y a un moment ou un autre, il faut faire des choix et il faut assumer les conséquences des actes des parties. Donc le couronnement d'Archaon se passe en 2519, mais il y a autre chose qui se passe quelques années auparavant et que je compte dans ma timeline de la fin des temps, c'est que Kritis Lik, le grand chef du Conseil des 13, le prophète gris le plus puissant du Conseil des 13, celui qui était juste à côté du Racornu, eh bien, se fait dégommer la tronche par le Racornu lui-même, scellant ainsi, on va dire un peu déjà, un rouleau compresseur pour le jeu, l'alliance obligatoire, entre guillemets, la soumission totale au Racornu des Skaven. Donc pour moi, le couronnement d'Archaon et la mort de Kritis Lik du Conseil des 13, qui est lui-même tué par le Racornu, l'incarnation qui arrive sur Terre et qui fait « Ok, vous arrêtez maintenant de déconner et vous faites ce que je vous dis, vous vous alliez et vous dégommez le monde », eh bien c'est à partir de là que la fin des temps commence. Les Skaven se préparent à l'attaque ultime sur le monde et Archaon commence à rassembler ses armées. Les Slann, parce que pour moi ils ne sont pas inactifs, même s'ils sont extrêmement endormis et léthargiques, ils ressentent cette naissance d'énergie chaotique, comme il s'est passé quelques siècles auparavant avec Asavarkul, et ils savent qu'une menace arrive, et ils se concentrent sur la toile géomantique du Grand Vortex pour concentrer la magie qui commence à s'accumuler, qui s'amène, parce que plus il y a un élu du chaos qui est nommé, plus les vents de magie sont puissants pour alimenter les démons. Donc les mages Slann concentrent la toile géomantique et énormément de leur pouvoir pour canaliser les vents en surplus dans le grand vortex, mais ils ne sont plus assez nombreux, ça n'empêchera pas la tempête du chaos de se passer. Qu'est-ce qu'il se passe dans les premières années? C'est-à-dire littéralement toutes les parties qu'on a faites sur la chaîne déjà. De 2519 à 2520, c'est les déclenchements et les premières parties que nous avons fait sur la chaîne. Manfred von Karstein, je compte à partir de ces années-là, normalement c'est quelques années avant sur les livres d'armée, mais je compte ça en même temps. 2519, Manfred von Karstein essaie d'enlever Aliatra, la fille de la reine éternelle, et être censée également la fille de Finubar. Donc, il y avait une alliance aux elfes et... Enfin, en tout cas, un début de rediscussion entre les elfes et les nains, et Manfred a essayé sur le chemin du retour d'attraper Aliatra, la fille de la reine éternelle, donc la future reine éternelle techniquement. Et bah, ça s'est pas passé comme prévu. Contrairement à l'histoire, Aliatra ne se fait pas enlever par Manfred, au contraire, la bataille s'est faite sur la chaîne et Manfred s'est fait défoncer la tronche. Ce qui fait que Manfred va avoir un peu de retard, ce qui fait surtout, et ça c'est extrêmement important pour la fin des temps, Aliatra, la fille de Tyrion, n'est pas enlevée par Manfred. C'est un changement déjà radical dans l'histoire. C'est en fait cette partie qui m'a donné envie, cette partie qu'on avait faite sur la chaîne, qui m'avait donné envie de faire « Allez, viens, je tente la fin des temps » parce que là, elle n'est pas prisonnière, ça va changer beaucoup de choses. À partir de cet acte manqué de Manfred, eh bien, les tempêtes de magie, par le surplus d'énergie du couronnement d'Archaon, éclatent. C'est parti, c'est le lancement de la tempête du chaos. Les tempêtes de magie pètent dans le monde entier. Les Skaven sortent sous terre et débutent la conquête, littéralement, du monde. Ultuan, bien évidemment, est ravagé par les démons. Finubar s'enferme dans la tour des étoiles, donc le roi Phénix s'enferme dans la tour des étoiles, une tour censée pouvoir vous lire l'avenir en Loterne, et il demande à ne pas être dérangé du tout. Imric, le grand seigneur de Calédor, exaspéré par cet acte du roi Phénix, qui ne défend pas ses propres terres, eh bien pète un câble et dit tout simplement, commence à vraiment faire de la manigance politique pour essayer de devenir roi Phénix, vu que l'autre ne veut pas se défendre. Sauf que le grand changement, c'est que Aliatra n'est pas enlevé pour les hauts elfes, ce qui fait que Tyrion n'est pas parti avec Teclis à Nagashizar sauver sa fille, parce que vous allez très vite comprendre que c'est sa fille. Ce qui fait que Tyrion et Teclis sont déjà présents sur Ultuan lors de l'incursion démoniaque avec leur fille, avec Aliatra. Donc, Imric se fait tout de suite fermer sa tronche par le contingent Tyrion, Teclis, le conseil qui suivent plutôt les héros de la bataille de Finuval que le prince de Calédor qui pète un peu plus haut que ses fesses. Mais je conserve quand même l'idée que Calédor fait une espèce de sécession et va défendre beaucoup plus Calédor que le reste du territoire. Je commence à mettre un peu la graine de Imric. Est-ce qu'il commence à en vouloir à Tyrion et Teclis de vouloir prendre la place de Finubar, ou tout simplement parce qu'il a l'orgueil de Calédor. Derrière après, Nagaroth aussi bien sûr se prend les attaques des guerriers du chaos. Évidemment, ils sont plus au nord. Les incursions du chaos commencent à attaquer les tours au nord de Nagaroth.
mais n'ayant pas de grands chefs, de grands lieutenants, parce que Archaon vient juste d'être couronné, donc là c'est seulement les tout premiers prémices, il n'y a pas de seigneur légendaire ou de grands chefs de horde du côté du chaos, les tours vont tenir. Les tours chez les elfes noirs vont tenir, mais l'attaque n'est pas prévenue par Morathi du côté de Malekith. On sait juste que les tempêtes du chaos se réveillent. De l'autre côté, la Sylvanie lance l'un de ses plus grands sorts, Munfred, après avoir loupé la capture d'Aliatra, eh bien, tente le tout pour le tout, il fait comme dans le livre, c'est-à-dire comme dans l'histoire principale de Games Workshop. J'aime beaucoup cette idée que Munfred, avec les surplus de magie qui sont en vigueur avec la fin des temps, crée un sort cataclysmique, quitte à se faire un peu mal encore une fois, mais surtout pour auréoler, entourer la Sylvanie et en faire un catalyseur de magie de la mort colossal. Il recouvre la Sylvanie de ténèbres, de nuages de ténèbres. Ce qui va provoquer l'ire de Volkmar absolue, et Volkmar va tenter une croisade en Sylvanie, et comme, pas dans le livre, mais déjà dans la campagne du Sang de Sigmar, Volkmar se fait capturer par Munfred. Donc Munfred n'échoue pas 2 fois de suite. Voilà, pour quand même avoir les vampires puissants. Donc Volkmar se fait capturer par Manfred. C'est un énorme... On conserve le principe. D'un autre côté, il y a quelque chose que vous allez avoir en épisode incroyable exclu par ce résumé. Nous avons fait une partie avec Oxyotl. Oxyotl, je vous rappelle le petit lore de ce personnage, c'est un skink qui a passé 5000 ans dans les royaumes du chaos. Sa cité a été envahi et a été aspiré dans les royaumes du chaos. C'était Blizzard depuis l'effondrement des pôles. Et ce skink a survécu. Et oui. Et il est revenu. Il a survécu, mais en plus, il est revenu des royaumes du chaos. Et c'est Frameto qui m'avait donné l'idée de ce personnage. On a fait une partie. Très récemment où justement Oxyotl, il n'est pas revenu des royaumes du chaos avec rien. Je compte le fait, et je trouve l'idée assez drôle, Oxyotl a eu des visions. Il a vu des choses dans les royaumes du chaos. Je vous rappelle que les royaumes du chaos, c'est plusieurs univers ensemble. Il y a plusieurs temps où il n'y a pas de temps. Il y a plusieurs mondes où il n'y a pas de monde. C'est inqualifiable, c'est le chaos. Mais justement, Oxyotl, il a vu la fin des temps. Il a vu dans les errances qu'il a fait, il a vu la fin des temps. Mais la fin des temps de Games Workshop. Il a vu, alors pas tout, mais il a vu des brides de la fin des temps qu'a écrit Games Workshop. Et il a survécu pour pouvoir ramener cette nouvelle dans le monde de Warhammer. Bien évidemment, les dieux du chaos ne veulent pas laisser passer ça, et la partie que nous avons fait, c'est Karanak, le chien de Khorne, qui a poursuivi Oxyotl, et Oxyotl qui est maintenant à la tête d'une petite armée de skinks qui essaie de fuir, ou en tout cas pas de fuir, est-il le chasseur ou le chassé, le limier de Khorne, et d'aller prévenir Mazdamundi. La partie s'est passée, et Karanak s'est fait défoncé par l'armée de skink de Oxyotl, ce qui fait que Oxyotl est en route lors de la fin des temps pour aller prévenir Mazdamundi de ce qu'il risque d'arriver. Parce que certes, les hommes lézards pour moi comprennent que le chaos se réveille à nouveau, mais il n'y aura pas d'histoire de Stargate. Pyramide qui vole, tout ça. Voilà, je le dis d'avance, je trouve ça non. Par contre, si Mazdamundi a des visions de ça, peut-être qu'il va péter les câbles. Donc derrière, après que Oxyotl ait vaincu Karanak, que vous avez maintenant en exclu, eh bien, une autre chose se passe. Les Skaven, comme je l'ai dit, ont commencé leur attaque en surface et viennent de rouler sur la Tillée. Dans cette première année de 1519, la Tillée n'a fait pas le poids. Scarrogne a vidé ses rangs et a roulé sur la Tillée. En une guerre éclair, une blitzkrieg incroyable, sans laisser aucune chance à la Tillée. La Tillée est isolée, elle n'a pas vraiment d'alliés dans le coin, elle n'aura aucune chance. En 2520 se passe autre chose. On arrive à la deuxième année. La deuxième année de la fin des temps, 2520, c'est la guerre civile bretonnienne. Ça, par contre, là aussi, c'est dans le lore même de base de Warhammer, même depuis la V6, il nous en parle, même depuis avant. Malobaude, le fils bâtard de Louan Cœur de Lion, eh bien, s'allie à Arcane le Noir et crée les fameux Chevaliers Noirs du Graal, tente une rébellion. La moitié de la Bretonie, les 3/4 de la Bretonie va être en guerre civile. Ça va être une hégémonie sans nom. Louan sera battu. Et oui, je compte que Louan sera battu. Une autre bataille va être absolument terrible. Une bataille où les elfes Sylvain d'Athel-Lorraine s'allient aux Bretoniens sous l'égide de la fée enchanteresse pour combattre Malobaude.
Et la terrible, la fée enchanteresse sera trahie par l'esprit de la forêt Drisha, qui va l'enlever pendant la bataille. Ce qui fait que les Bretoniens perdront la guerre, enfin perdront cette bataille. Ils perdront à la fois Loup en cœur de lion quelques semaines plus tard et la fée enchanteresse lors de cet enlèvement. La Bretonie sera extrêmement mal lotie pendant plusieurs mois. Malobod va rouler sur beaucoup de monde jusqu'à ce que le chevalier de Sinope lui défonce la tronche. Mais le chevalier de Sinope ne règne pas après. Là, je le change du livre parce que je trouve ça non. La Bretonie, pour moi, à partir de 2520, n'a plus de roi. On veut aux elfes sylvains, parce que les elfes sylvains les ont trahis. En tout cas, Drisha les ont trahis, mais pour eux, il n'y a pas vraiment de différence. Et Drisha, je compte le fait qu'elle donne la fée enchanteresse à Manfred van Karstein en tant que prisonnière, comme le veut le roman, parce que Drisha ne peut surtout pas blairer les elfes et veut surtout les embêter. La fée enchanteresse est enlevée et elle est offerte à Manfred. Et Manfred, grâce à l'enlèvement de la fée enchanteresse, et non pas à Aliatra, va pouvoir créer le mur d'ossement, c'est-à-dire qu'il va enfermer la Sylvanie dans un mur d'ossement gigantesque et va donc la rendre totalement indépendante, la forteresse de la mort au centre même de l'Empire. Autre chose, bien évidemment, se passe juste après la fermeture de la Sylvanie en 2520 par Manfred par rapport à l'Empire, eh bien c'est l'Estalie. Vu que la guerre civile fait rage en Bretonie, les Bretoniens ne peuvent pas aller aider les Estaliens, et les Estaliens se prennent de plein fouet pendant cette année-là. Le second assaut Scaven, après l'attaque de la Tillée, l'Estalie tombera en 2520. Par contre, je compte le fait que la Tillée, ça dure 1 an, et l'Estalie, ça dure 1 an. Pas comme Games Workshop, où les 3 du Sud, ça dure 4 mois. Faut pas pousser quand même. Et je compte le fait que les Scaven ont attaqué les Sali au moment où c'était la guerre civile bretonienne pour éviter que les Bretoniens viennent les aider. Faut pas qu'on les Scaven, ils attaquent quand t'es faible. Un petit clin d'œil à nos peaux vertes en 2520, vu qu'ils sont complètement oubliés du roman, pas chez moi, ne vous inquiétez pas. Les peaux vertes également s'agitent. Il y a des tempêtes du chaos de partout, c'est la fête, c'est la guerre partout. Alors là, c'est Gauthier, ils sont super contents. Wurzag part à la recherche du grand prophète de la Wag. Est-ce qu'il va chercher la main de Gork ou le pied de Gork, la main de Mork ou le pied de Gork? Il ne sait pas encore vraiment. Mais il part, on va dire, en quête. Mais il va lancer une Wag tout seul pour aller chercher les copains, parce que c'est un orc quand même. Il y a Skarsnik, bien évidemment, qui prépare le grand assaut final de Caraco 8 pics pour devenir l'éternel seigneur des 8 pics. Et bien entendu, Grimgor Boîte en Fer a, depuis le nord des montagnes du bord du monde, ressenti un petit appel du genre « Ah ouais, il y a du monde qui bouge au nord, ben je vais y aller, dire bonjour. » Sauf que bon, c'est un orc qui n'est pas très bon en orientation. Au lieu de partir pile nord, il part légèrement nord-est, un petit peu comme dans le roman de base, et va aller dire bonjour aux nains du chaos. C'est l'une des dernières parties que vous avez eues sur la chaîne. Et il leur dit bonjour à la façon orc. C'est-à-dire Bud Spencer, littéralement, avec la grande mandale dans la tronche. À la fin de l'année 2521, Balthazar Gelt de l'Empire, alors que c'est un peu le grabuge dans l'Empire, je vous en parlerai dans quelques minutes, Balthazar Gelt reçoit, alors que c'est vraiment la tempête de chaos partout, reçoit une idée d'un de ses acolytes, exactement comme dans le roman. Un espèce d'apprenti mage pas très doué va lui donner une idée d'un sortilège mêlant la magie de l'alchimie et les prières des cultes, les prières des prêtres. Une idée assez intéressante, voyant cette aura maléfique recouvrant la Sylvanie et la disparition de Volkmar, qui est pour Gelt perdu. De toute façon, Gelt ne l'aime pas beaucoup, hein, c'est un mage et l'autre c'est un antagoniste, donc ils s'entendent pas très bien. Et bien quand même, il va se dire, Gelt, c'est une bonne idée, jeune homme, je vais créer le bastion de la foi, cette espèce de mur de lumière magique béni, un mur béni, qui va, grâce à la tempête de magie présente, comme le sort cataclysmique au final de Manfred, Gelt va enfermer la Sylvanie dans un mur de lumière. La Sylvanie s'est enfermée par un mur d'ossement. Il va faire un mur de lumière derrière, grâce à l'idée de son acolyte. Et ce petit acolyte sera bien retrouvé mort 3 jours plus tard. Est-ce que le chaos a voulu aider Gelt pour éviter que les morts-vivants deviennent forts trop vite? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou Gelt qui voulait pas qu'on sache les secrets? Je sais pas. À vous d'en faire une conclusion. Nous passons à 2522. Alors oui, 2521 et 2520, c'est tout ce que je viens de vous dire. Hein. L'Estalie qui tombe, les peaux verts, tout ça, ça dure 2 ans. Et oui, déjà, on avance très vite. En 2522, Aliatra, donc la fille de la reine éternelle, est envoyée à un endroit par Teclis. Elle est envoyée sur l'île de Sang. Et oui, elle est envoyée sur l'île de Sang parce qu'on avait aussi fait cette bataille sur la chaîne. Et je trouve vraiment dommage que l'île de Sang, qui a vraiment été un énorme boost dans Warhammer Battle, ne soit pas dans la fin des temps. Donc, c'est aussi une des batailles du début de la fin des temps.
Aliatra est envoyé sur l'île de Sang pour aller retrouver la pierre du phénix, un artefact surpuissant de l'époque, de les prémices de la race elfique elle-même, même pas des hauts elfes, mais de la race elfique. Et Aliatra, comme dans le roman de base de l'île de Sang, va tomber sur une incursion Skaven générale. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, les Skaven préparent l'assaut ultime sur le monde. Ils ont roulé sur la Tillée, ils ont roulé sur les Stali. D'autres armées attaquent partout dans le monde. Et bien évidemment qu'il y en a une qui a entendu parler de l'artefact, de la pierre du phénix. Ça reste, les Skaven sont extrêmement bien renseignés. Et la bataille se déroule sur une victoire aux elfes majeure. Le seul truc, c'est que comme dans notre partie, la pierre du phénix n'est pas seulement retrouvée, Aliatra n'a pas le choix, elle l'utilise, elle libère le pouvoir de la pierre du phénix, balaye les Skaven, mais grâce à la pierre, elle a une seule vision de la fin des temps de Games Workshop. Elle a une vision. Mais ça, par contre, vous ne savez pas encore ce que c'est. Je la garde pour moi. Contrairement à Oxyotul qui a pu en voir plusieurs, elle n'en a vu qu'une seule. Mais je vous ne dis pas laquelle. C'est à vous de le découvrir. Donc ça fait une première défaite pour les Skaven. De l'autre côté, Archaon qui est dans le nord depuis 2 ans, il est bien remonté là, hein, les tempêtes du chaos sont toujours bien réveillées, il recrute ses généraux, il a déjà recruté Valkia, il a recruté Sigvald, il est encore en train de chercher Nurgle, et là il tombe sur un champion de Tzeentch qu'il va nommer son grand général de Tzeentch, il va le soumettre, c'est Valmir Aisling. Et c'est là que dans ce résumé, j'instaure quelque chose où, voilà, j'instaure une nouvelle loi de ma fin des temps. Je trouvais dommage, parce que dans cette partie, Valmir Aisling a battu Archaon, sur la partie que nous avons tournée sur la chaîne. Et je m'étais dit, ouais, allez, c'est un prince démon, il va choper au final les 4 marques, il va les voler à Archaon, et ça sera lui le dieu de la fin des temps, quoi. Mais je trouve ça dommage. Au final, je trouve vraiment ça dommage. Beaucoup de membres de la commune m'en parlaient beaucoup. Un prince démon ne peut pas avoir les 4 marques, mis à part Be'lakor, et Be'lakor s'est fait défoncer la tronche parce que, justement, il en voulait trop. Donc, on a compté le fait, mise à jour donc de ma timeline, Archaon a simplement été blessé. Il a été blessé par Valmir Aisling. Il n'a pas de général de Tzeentch, donc pour l'instant, pour contrôler ses forces de Tzeentch qui sont partout dans le monde. Il ne peut pas être partout, hein, il n'est pas omniscient. Donc il va en fait non seulement être blessé, ne pas avoir pour l'instant de généraux de Tzeentch, mais surtout il va perdre du temps par rapport à la timeline de Games Workshop. Après, Valmir Aisling est quand même un prince démon de Tzeentch, mais ce prince démon va être un électron libre dans l'histoire. Il y a donc une sécession pour l'instant dans les forces du chaos. Même si c'est un champion universel, il peut être battu. On va dire ça comme ça. Mais Archaon, c'est officiel dans cette vidéo, je vous le dis, dans ma timeline, il restera et sera bien sûr le seigneur de la fin des temps. J'ai la figurine, etc. Hein, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on avait fait cette partie, on était tellement étonnés de se dire ça qu'il avait été battu. Non, ça sera juste un électron libre. Donc il peut y avoir une alliance temporaire et une trahison au bon moment, c'est le chaos. Hein. On se rappelle que les élus des dieux, ils n'ont pas gagné parce qu'à chaque fois, il y avait des traîtrises. Donc voilà, on a gardé ce principe et je trouve cette idée bien meilleure. Mais, grande chance pour les gens du bien, Archaon ne peut pas défouler sa puissance tout de suite vu qu'il vient de prendre un contre-pied avec Valmir Aisling. Ça n'empêchera pas le fait quand même que les vents de magie sont extrêmement puissants, trop puissants même. Ariel, la reine éternelle d'Athel Lorraine, va tomber malade, comme dans le roman. Elle va devoir s'enfermer dans le chêne des âges et va commencer à dépérir. Non seulement elle, mais aussi l'arbre. Parce que ça reste quand même la fin des temps. C'est quelque chose de violent. Les nains, de leur côté, vu qu'ils n'ont pas perdu la bataille où ils devaient protéger Aliatra, et oui, ça change beaucoup de choses, même du côté des nains, eh bien les nains se doutent de quelque chose. Thorgrim, mais aussi derrière Cazador, Belegar, Ungrim, tous les grands rois des cités naines, se doutent de quelque chose, que déjà le chaos bien sûr se réveille, vu les tempêtes du chaos, mais que les morts vivants mijotent quelque chose, préparent quelque chose dans le coin. Et c'est surtout Thorek qui, enfin grâce aux tempêtes du chaos, perce des mystères ésotériques et va commencer à trouver et à chercher la porte de Valhalla pour pouvoir demander de l'aide à sa propre déesse. Du côté des humains, l'Empire, alors j'ai parlé des Bretoniens, mais l'Empire et Kislev, qui ne se fait pas one-shot d'un coup dans deux lignes de scénario, juste parce que Archaon a perdu du temps. Et oui, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à faire des concordances. Tu vas me dire, elle était pas difficile celle-là. L'Empire et Kislev, ils s'en sortent, mais dur, parce que quand même, t'as
du cultiste absolument partout, parce que les tempêtes du chaos se réveillent, les cultes se réveillent, les Norse qui font énormément de raids, parce que ça aussi je vais le compter, et bien évidemment, les hommes bêtes qui disent bonjour à tout le monde. Hein, ah là, ils viennent dire bonjour et ça fait beaucoup d'attaques. Mais ça va se concentrer sur des guerres internes et encore une fois, il n'y a pas de héros légendaires qui dirigent tout ça du côté des méchants, ce qui fait que pour l'instant, ça aide bien le scénario, on est bien d'accord, l'Empire qui se lève tienne bon. Enfin, les principautés frontalières, en fin d'année 2522, vont tomber face aux Skaven. Et oui. C'est-à-dire que 3 ans complets, 3 ans complets pour que les Skaven arrivent à conquérir les Stali, l'Attilé et les principautés frontalières, vu qu'elles sont trop isolées, trop séparées, et que leurs grands alliés, les nains ou les impériaux ou les bretoniens, sont tous beaucoup trop occupés par tout ce que je viens de vous dire. Et c'est à partir de là qu'on arrive en 2523, où vraiment on peut dire que les pions avancent. Voilà, vraiment. Aliatra, elle est de retour en Ultuan. Elle a survécu à l'assaut de Manfred et surtout elle a survécu à l'attaque Skaven sur l'île de Sang et elle a cette fameuse vision. Elle va parler de la fin des temps. Elle va parler pas de sa vision, mais elle va annoncer ce qu'elle a. Elle va en bonne elfe, en bonne diplomate elfe. C'est quand même la fille de la reine éternelle, c'est pas n'importe qui. Elle va réussir à modeler un peu son propos, ne pas parler de sa vision elle-même, mais de menacer de la fin des temps. Vraiment. Que les hauts elfes sont dans un danger absolu. Bon, heureusement pour Ultuan, contrairement au roman, Teclis, Tyrion et tous les grands héros, dont Eltarion et tout ça, sont toujours sur Ultuan. Donc ils ont pu bien maraver les démons. Ils ont pris cher, Enkari était bien présent, mais ils ont réussi à le bannir beaucoup plus vite que les romans. Et grâce à l'aplomb de Tyrion, de Teclis, à l'aplomb également d'Alariel, parce que c'est quand même sa fille, à l'aplomb de Eltarion, qui est fidèle à fond à Tyrion, etc., eh bien le conseil va suivre les conseils d'Aliatra et se préparer à la plus grande tempête qui ne s'est jamais passée, en fait, dans le monde, mis à part peut-être l'effondrement des pôles. Alariel, donc la reine éternelle, va suivre les conseils de sa fille, rappelez-vous, qui est une mage de la vie, hein, je le rappelle bien, donc Aliatra, mage de la vie, future reine éternelle. Peut-être que dans une de ses visions, elle a eu ça, ou en tout cas sur le conseil d'Aliatra, Alariel, comme dans le roman, va partir pour Ultuan à travers les racines du monde, mais pas pour aller passer un pacte avec les elfes sylvains pour aller sauver sa fille, il n'y a pas besoin, elle n'est pas prisonnière, mais pour aller sauver Ariel, ou en tout cas tenter le coup. Ariel, une fois qu'elle arrivera en Athel-Lorraine, s'enfermera dans le chêne des âges sous le regard sévère des Sœurs du Crépuscule. Donc on passe à Arcane. Arcane, personnage quand même important par rapport à la fin des temps et surtout au premier livre. Arcane, comme dans le roman, vu qu'il a échoué en s'alliant à Malobaude pour renverser la Bretonie, eh bien, il l'a suffisamment quand même abîmé, malgré le fait que Malobaude a été tué par le chevalier de Sinople. Elle n'a pas droit, elle n'a plus de fée enchanteresse, la Bretonie est faible et il le sait, mais il a besoin d'alliés, il faut aller vite, le chaos avance. Eh bien, Arcane réussira à aller en Sylvanie en brisant le sort, une parcelle du sort de Gelt, de son mur de foi, et prendra facilement le contrôle du mur d'ossement de Manfred pour passer à travers. Une alliance sera créée, bien évidemment, entre ces deux engences de la vie, et la séparation des deux va bien sûr se passer comme dans le roman. Manfred va continuer sa quête des artefacts de Nagash, et va partir vers le sud, vu qu'il a déjà la couronne, vu qu'il l'a fait déjà dans le sang de Sigmar, hein, il a volé l'artefact. Et Arcane va partir en direction de l'ouest pour aller terminer la Bretonie une bonne fois pour toutes, en s'alliant au passage avec Kemmler et Krell, bien évidemment. C'est là qu'on arrive à la première bataille majeure qu'on avait fait sur la chaîne, l'abbaye de la Maison Thal, la 12e bataille de l'abbaye de la Maison Thal, où dans le roman tu as Théodoric de Brionne, duc de Brionne, et Gérode de Paravon, ou de Quenel, je crois, non, Gérode de Quenel, qui affrontent Arcane, Kemmler, Krell, tous les trois. Sauf que de ce côté-là, il y avait 3 joueurs contre 1, j'étais les méchants, et dans les gentils, il y avait ma femme. Je me suis pris une tollée. C'est l'un aussi des très gros déclencheurs hein, de la fin des temps de la chaîne, c'est ah ouais, en fait, non. Dans cette bataille, toutes les forces des morts vivants se sont fait défoncer la tronche, hein, littéralement. Donc ce qui fait que dans notre timeline, c'est officiel, eh bien Arcane hein, est mort. Il s'est fait défoncer. Arcane s'est fait défoncer par les chevaliers de la Bretonie. Je compte également que Kemmler, comme dans ma partie, s'est fait défoncer. Il est mort. Et également, Krell avait été battu. Krell avait été battu, mais
par la volonté des viewers, vous aviez voulu qu'ils reviennent. Donc je compte dans ma timeline que Krell a été le seul à se réchapper de cette bataille en étant fortement blessé parce que son grand nécromant n'est plus là. Donc voilà ce qu'il se passe pour la bataille de la Maison Tahal. Arcane est mort, Kemmler est mort. Énorme changement dans la fin des temps là aussi. Les Bretonniens arrivent à le repousser. Du côté de Manfred, par contre, il attaque bien sûr le clan Skaven Rictus, le même que dans le roman, celui qui porte la griffe de Nagash, je crois, la main de Nagash, ou non, l'épée de Nagash. L'épée de Nagash, et il va réussir sa mission, voler l'épée et défoncer le clan Skaven. Ce qui fait une autre défaite pour les Skaven. Mais ce n'est pas les seuls, bien sûr. Contrairement au roman, Arcane s'est fait défoncer. Ce qui fait que y en a une qui est un peu obligée d'avancer vite. D'avancer très vite. Déjà, dans le roman, elle doit avancer vite pour devancer tout le monde. Mais là, c'est même urgent. C'est Neferata. Bien sûr, Neferata, elle est au courant du plan d'Arcane depuis des années. Elle est au courant du plan de Manfred. Elle sait ce qui se passe au nord, surtout qu'elle est au nord dans le pinacle d'argent, très au nord. Elle voit ce qui se passe, elle voit les orques débouler, elle voit les morts vivants, les guerriers du chaos débouler. Neferata, en bonne raide, elle se lance dans la quête d'aller elle-même prendre l'essence divine qu'elle a une idée de trouver, cette fameuse essence divine d'une certaine déesse naine qu'un nain serait en train de chercher. Et elle va... Je compte pour moi que Neferata, n'étant pas bête, c'est une reine espionne, elle part avec l'intégralité de ses armées vers le sud. Elle abandonne le pinacle d'argent car en fait elle n'a pas le choix, le chaos se réveille et les orques arrivent. Donc elle part en direction du sud, elle va rencontrer des gobelins et même pas s'arrêter vraiment au sud sur eux, elle va les traverser direct, ce qui n'est peut-être pas une très bonne stratégie parce qu'elle va être suivie par ces gobelins qui vont être attirés par la baston. De l'autre côté du monde, on continue à aller vers l'est, parce que là on était concentré pour l'instant sur le Vieux-Monde, mais de l'autre côté des montagnes des larmes, bien évidemment que là le chaos se déchaîne. Ça fait déjà plus de 2 ans que Archaon est couronné, et là il a des lieutenants qui sont assez vénères. Le lieutenant principal qui va attaquer Cathay, pour moi c'est Kholek. Kholek, envoyé des dragons ogres par Archaon, va déferler sur le grand bastion, mais grâce à la toute et grande vigilance, la toute puissance et la grande vigilance de Miao Ying, les Cathéens tiendront. Ils tiendront d'une vaillance incroyable contre les hordes déchaînées de dragons ogres de Kholek. Peut-être même, par contre, en concentrant un peu trop de leur force au nord. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Du côté, par contre, des tourneurs de Naggaroth, là c'est fini. Comme dans le roman. Alors dans le roman, c'est directement Valkia qui les commande, mais pas moi, vu que rappelez-vous, Archaon a pris du retard. Mais ça y est, il a nommé ses lieutenants, Kholek est parti, Sigvald, je ne vous dis pas encore où il est, clin d'œil. Et Valkia, est nommé grande chef de la Horde sanglante, et là c'est parti, les tours ne tiendront pas, et les guerriers du chaos déferlent sur Naggaroth. Le seul truc, c'est que personne n'a prévenu Naggaroth. Et oui, et Naggaroth est un petit peu, pas en guerre civile, mais très tendu depuis que Malekith est revenu et que Malus a voulu faire un peu trop parler de lui. Et surtout, Morathi ne donne plus aucun signe de vie. Personne n'a prévenu Malekith que le chaos se déchaîne. En tout cas, qu'il attaque par le nord. Les tours tomberont, les guerriers du chaos affronteront les elfes noirs. Bien évidemment, Malekith, fou de rage, sera surpris de ne pas avoir été prévenu par sa mère depuis Gronde, et il enverra à la rencontre des guerriers du chaos, justement son grand rival, Malus Darkblade, pour aller tuer la générale guerrière du chaos, pour ralentir les guerriers du chaos. Qu'il gagne, tant mieux. Qu'il gagne et qu'il meure, c'est le god tiers. Et cette partie, vous la connaissez, elle a été aussi très bien vue sur cette chaîne, et ça m'a fait plaisir. Valkia et Malus se sont déjà affrontés sur la chaîne, ça a été la bataille de la fin des temps. Et les deux sont morts. Et morts définitivement. Comme Arcane, comme Kemmler. Pas de point de destin, les mecs. Et ça change énormément de choses là aussi. Mais même si c'est le plan de Malekith d'avoir Malus qui meurt, et oui, désolé, les fanbases de Malus, mais il est mort, désolé, c'est les dés qui ont décidé. Le petit coup fatal du sanguinaire, là, qu'est-ce que c'était beau. Quelle horreur. Mais surtout, ça ne change rien au roman. Ça ne change rien à l'histoire de base. Il a perdu un de ses meilleurs généraux, Malekith, en faisant ça. Et les chaotiques, c'est pas parce que la fille de Khorne elle est morte que le reste va pas continuer d'attaquer. Ce qui fait que Malekith va être en difficulté à partir de là. Et il va devoir mobiliser des troupes beaucoup plus nombreuses pour essayer de percer le nord attaqué par les guerriers du chaos. Parce qu'il a quand même une chose, il doit récupérer sa mère. Parce que pour lui,
Le prochain défi, ça va pas être de résister au chaos, ça va être de ravager Ulturan une bonne fois pour toutes et d'en devenir le maître. Du côté des rois des tombes, bien évidemment que j'en ai pas parlé au tout début, mais c'est un état de fait absolu. Cetra a senti la tempête du chaos, les tempêtes du chaos se sont réveillées, et Cetra a demandé à tous les prêtres liches de réveiller tous les rois. Cetra, c'est pas n'importe qui. Cetra, pour moi, c'est un méchant à la base. Hein. C'est bien Cetra l'impérissable. Il ne plie devant personne, même pas devant les dieux. C'est techniquement un très bon antagoniste, Cetra. Et pour moi, Cetra, il va pas rester inactif. Il va demander à lever ses armées, car déjà, il va mater les démons sur son territoire. Et après, il va aller dire bonjour à tout le monde, parce que là, c'est peut-être le moment. Donc, les rois des tombes sont bien réveillés. Et surtout, il y a une reine des tombes qui commence à se douter quelque chose. Khalida commence à se douter que le pinacle d'argent s'est vidé et que sa cousine se rapproche. Du côté des Skaven, avec le nombre incroyable, incalculable même de prisonniers et de matières premières qu'ils ont récupérées dans leurs 3 guerres éclairs pour la Tillée, l'Estalie et les principautés frontalières, ils ont recruté, enfin ils ont tellement de nourriture, ils sont tellement prêts à l'assaut qu'ils vont commencer à préparer leur invasion de la Lustrie. Oxyotl, à partir de ce moment, donc on est en 2523, à partir de ce moment-là, il arrivera enfin, après tous les pièges tendus par les princes du chaos et les dieux du chaos pour l'empêcher de donner son message, Oxyotl va réussir à prévenir Mazdamoudi de ce qu'il a vu dans les royaumes du chaos. Ce qui fait que pour moi, les hommes lézards sauront et seront prêts à recevoir l'assaut des Skaven. Contrairement au roman où ils se doutent de rien. L'Empire. Alors l'Empire, du côté de Karl Franz. L'empereur, il maintient l'ordre malgré les attaques internes toujours très nombreuses des forces du chaos. Gelt reçoit, comme dans le roman, je compte ce fait, reçoit d'une mystérieuse femme qui ne montre pas son visage, mais on se doute qu'elle est d'une extrême puissance et d'une grande beauté, reçoit une nouvelle idée. Son précédent sort était une bonne idée, mais il peut faire plus. Il est bridé dans un esprit d'humain, et elle lui murmure l'idée, comme dans le roman, que si ça peut arrêter les morts vivants, son mur, il peut le faire plus grand, plus puissant, plus résistant, qui est même capable d'arrêter les démons. Il va avoir une idée de faire le fameux bastion, l'énorme mur qu'il crée dans le livre, au nord de l'Empire, parce que Kislev est déjà mort. Mais pas là. Pour moi, Gelt, ça reste un mage très puissant, mais ça reste un humain. Il a pu faire son sort de mur de lumière autour de la Sylvanie parce qu'il était dans l'Empire et que c'était la Sylvanie, c'était une région. La magie, en plus, était déjà très présente. Mais pour une entreprise aussi colossale, un mur qui irait de la mer des Griffes au nord jusqu'aux montagnes du bord du monde à l'est, il faudrait une puissance énorme. Et Gelt va accepter l'offre de la personne qui lui murmure cette idée de créer ce grand bastion. Mais Gelt saura qu'il lui faut plus d'énergie qu'il ne peut jamais en trouver dans l'Empire. Il faut qu'il monte au nord. Il faut qu'il monte en Kislev. Parce qu'il est plus proche des vents de magie. Il est plus proche du nord. Il va dans cette région. Il demande bien sûr l'autorisation à Karl Franz. C'est quand même son empereur. Karl Franz, s'étant déjà privé sans le vouloir de Volkmar. Volkmar est parti tout seul et il est parvenu. T'as son patriarche suprême qui lui fait empereur, j'ai besoin de votre accord, mais je dois aller dans le nord pour créer un mur de lumière, un mur de défense et protéger le vieux monde. Et Karl Franz va beaucoup réfléchir, il va lui dire ok, mec, vas-y, pars, je te fais confiance, je te donne une armée. Il va donc lui donner une armée impériale et va envoyer son patriarche suprême et une de ses armées au nord. Ce qui fait que non seulement il le laisse faire son sort, il lui montre sa confiance, mais en plus il envoie une armée alliée à Kislev et donc un renfort à Kislev. Les Kislevites, de leur côté, bien sûr que Katharina, pour moi, elle se fait pas one-shot, bon sang de bois, quoi. Elle est par contre très pragmatique. Katharina et toutes ses mages, et sa politique, et ses Gospodars, et ses Kossars, et tous ces nobles, tous ces grands guerriers que sont les Kislevites, ils savent ce que signifient en fait toutes les attaques incessantes qu'ils ont des forces de chaos depuis 3 ans. Toutes les tempêtes de magie qui pètent, ils savent ce que c'est. Ils l'ont déjà vécu. Ils vont revivre une incursion du chaos comme en 2303. Comme en 2300. Ils savent, parce qu'ils l'ont déjà vécu, que le chaos va arriver. Et il va arriver très très vite. Ce qui fait que Katharina, par le fait qu'elle sait ce qui s'est passé 300 ans auparavant et qu'il risque de faire extrêmement pareil, et qu'elle est beaucoup trop affaiblie par rapport à la guerre d'Assavarkul,
Oui, hein, les Kislevites, eux, c'est les seuls qu'il leur faut bien 200 ans pour se remettre d'une guerre. Contrairement à tous les autres, où dans 2 ans, tout est refait. Mais je compte le fait, en fait, qu'elle n'a pas assez d'hommes pour tenir le Kislev. Kislev qui est vraiment beaucoup trop large, beaucoup trop grand, beaucoup trop sauvage. Ce qui fait que, pour moi, elle va prendre des décisions extrêmement pragmatiques, mais efficaces. Katharina va renforcer le port d'Erengrad pour avoir un port sur la mer des Griffes et pouvoir avoir un échappatoire par la mer au cas où. Elle va fortifier Kislev à un niveau ultra vénère et elle va envoyer d'énormes bandes de cavaliers Ungol dans le nord du pays, donc les cavaliers légers Kislevites, qui sont originaires des steppes du nord. Et ces éclaireurs vont lui annoncer qu'en effet les désolations du chaos sont en train de se réveiller, que des armées s'approchent déjà depuis la Norska, depuis les royaumes du chaos, depuis les désolations du chaos, et encore pire que la grande forteresse de Krakadrak ne donne plus aucune nouvelle, une autre partie que nous avons fait sur la chaîne aussi. La tsarine va alors donner l'ordre absolu et extrêmement dur. Elle va ordonner une terre brûlée totale du nord de Kislev. Elle va faire brûler l'intégralité de l'oblast du nord et la moitié de l'oblast de l'est. Elle va tout détruire. Tout. Elle prend une décision terrifiante. Bien sûr, il y aura Prague, où il y aura des éternels croyants qui vont se dire « Non, on va rester dans Prague pour tenir la ville le plus longtemps possible ». Elle les abandonne, elle leur dit vous venez ou vous êtes morts. Et elle va en abandonner quelques-uns. Elle va brûler des villes, elle va tout détruire pour que le chaos n'ait rien à manger, rien à se nourrir, rien à détruire et donc à laisser passer leur folie meurtrière sur les artefacts de Kislev. Et elle va redescendre toute sa population au sud du Lynx du Sud, donc la rivière de Kislev, pour amener tout vers l'Empire et fortifier une ligne de défense, laissant un énorme no man's land, mais perdant presque plus de 60% de son territoire, enfin plus de 50% de son territoire. Elle rapatriera toute sa pollution du nord vers la capitale Kislev et ses alentours. Et c'est là qu'arrive 2524, le début de la fin, littéralement. L'invasion Skaven arrive en Lustrie. L'invasion Skaven arrive en Lustrie et de toutes les batailles qui se passent dans le roman, nous n'avons fait qu'une seule, mais qui elle aussi est différente par rapport au roman. C'est la cité de Tlanxla. La cité de Tlanxla, qui elle est dans le roman, par contre, attention, c'est pas celle qu'on a faite. Elle est dirigée par Tetoeko, rappelez-vous, donc le petit prêtre sking qui peut faire tomber des comètes en claquant des doigts. Eh bien, le prêtre sking Tetoeko va abandonner la cité de Tlanxla. Contrairement au roman où il va perdre la moitié des Slans à l'intérieur, subir un siège terrible et faire un exode et détruire la ville, mais en perdant plein d'armées, ben pour moi, je compte le fait que Mazdamundi l'a prévenu. Il l'a prévenu et Tetoeko, je vous rappelle que c'est le champion des constellations, c'est un mage céleste très puissant, donc il peut lire l'avenir, hein, comme beaucoup de mages célestes. C'est ça le lore des mages célestes, c'est qu'il lit les constellations, hein, le gars. Donc on vient lui dire non seulement comment va se passer une bataille, ou en tout cas on le menace, attention les Skaven vont arriver, et en plus il a des visions, lui aussi. Donc je compte le fait que le gars avait un peu une avance sur l'ennemi. Et il va faire une espèce de guerre de guérilla incroyable à Tlanxla, attirer les Skaven dans un piège, attirer les 3 armées censées prendre Tlanxla dans le centre de la ville. Il va laisser une espèce de garde d'honneur de Saurus. Les Saurus sont là pour mourir, enfin tuer et mourir, hein, sont des guerriers totalement faits pour la guerre et rien d'autre. Et il va sacrifier une toute petite force de ces Saurus pour attirer les Skaven et va détruire la ville sommairement et primairement, mais en ayant fait évacuer tous les Slans sans exception grâce à Oxyotul. C'est un point qui a été utilisé par Oxyotul. Et il va détruire les 3 armées Skaven de comètes de Cassandora gigantesques. Et ça, je trouve ça badass. Du côté de la cité de Idza, comme dans le roman, Tehenawin va la sauver. Hein. Idza sera assiégée par le clan pestilien. Et alors, Tehenawin, exactement comme dans le roman, il va arriver, il va les défoncer. Là, il n'y a même pas photo. Et enfin, la partie qu'on a faite. La partie qu'on a faite, Xanduapek, la cité des brumes, qui n'est pas protégée par des murailles, mais qui est protégée par des brumes magiques. Les Skaven trouveront des parades en perdant déjà 2 armées sur 4, mais les 2 armées vont combattre les survivants. Et normalement, il gagne les Skaven, sauf que là, c'est Glenn qui jouait contre moi. Et Glenn, il a arraché l'égalité. Enfin, même pas, il a gagné la partie. Il a gagné la partie, ce qui fait qu'il a eu suffisamment de temps pour que Kroggar arrive et me défonce la tronche. Et ce qui fait que les Skaven sont à 100% de défaite. Bon, les hommes lézards, là, ils ont une égalité parce que quand même la ville de Tlanxla a été détruite, mais les Skaven ont perdu toutes les autres batailles, contrairement au roman. Ce qui fait que les Skaven
dans ma timeline à leur premier assaut de Lustri, au lieu d'avoir pris 50% de défaites, ben là, ils ont perdu 4/5 de leurs armées envoyées envahir la Lustrie en première vague. Donc là aussi, ça change pas mal de choses. Par contre, les contes vampires. Alors là, les contes vampires en 2524, je vous assure qu'ils font très mal, comme dans le roman. Les contes vampires, dans les 9 premiers mois de l'année, Eldaname va subir une attaque de morts-vivants. Chose incroyable, je vous rappelle que pour les impériaux, les morts-vivants sont enfermés en Sylvanie. Les vampires, ils peuvent plus sortir techniquement, sauf que ça fait presque plus d'1 an et demi que Arkhan a arraché à la Sylvanie et que des morts-vivants à la Sylvanie et que Manfred est sorti. Ce qui fait que Eldaname, la cité impériale protégeant l'armure de Nagash, sera attaquée par le petit pion de Manfred, on va dire le petit joker de Manfred. Vu que Manfred a compris qu'Arkhan s'est fait défoncer en Bretonie, il n'a pas eu le choix, il a envoyé un petit familier à Drakensfell et il lui a fait « Bah écoute, moi je remonte pas mec, j'ai pas le temps, parce que normalement je devais remonter, et là ça pue un peu, on est un peu pressé par le temps vu que les Bretoniens nous ont battus. » Eh ben, il nomme son tout dernier von Karstein, Uhtred de von Karstein, qui va aller attaquer Eldaname parce qu'il nous fallait un seigneur vampirique pour aller récupérer l'armure de Nagash, et il va sans aucun problème le défoncer. D'ailleurs, c'est ce gars-là, Uhtred von Karstein, qui aura récupéré Krell en survivant de Bretonie, d'où le fait que Manfred soit au courant. Donc, cette armure ayant été volée par les contes vampires pour les impériaux, ben les impériaux ils se disent « Oh mais attends, les vampires sont sortis, mais je croyais qu'ils étaient arrachés. Où est Gelt ? Ben, il est parti au nord. Oh le salaud ! Il nous a peut-être menti. » Ce qui fait que ce cher Uhtred, il va partir vers le sud aussi, parce qu'il se doute bien que Manfred ne va pas remonter et qu'il va falloir aller suivre le patron. Et oui, il va falloir aller récupérer tout le monde et rassembler tout le monde. Et il n'est pas le seul à être au courant. Neferata va bien sûr arriver aussi à son objectif. Il lui aura fallu plus d'1 an pour traverser les montagnes du bord du monde. Faut pas déconner non plus. C'est pas 6 mois comme dans le roman. Et justement, Neferata arrivera à la porte de Valhalla au moment où Thorek est en train de l'ouvrir. Sauf qu'elle s'est fait, rappelez-vous, suivre par des gobelins de la nuit. Et c'est justement l'énorme bataille que nous avons aussi fait sur la chaîne. Neferata contre Thorek, contre des gobelins. Et ça va se solder par la mort de Thorek. Thorek, tête en fer, seigneur forgerune des nains, va mourir à cette bataille. Attention par contre, chose importante, Cazador, le roi de Karakazul, oui je crois, était aussi présent à cette bataille pour aller sauver Thorek parce qu'il avait vu les armées arriver. Et lui par contre a survécu, contrairement au roman. Donc il y a un roi qui a survécu, mais le seigneur des forgerunes qui est mort. Et surtout, Neferata arrivera à capturer un morceau colossal de l'essence divine de Valhalla avant de partir, elle aussi, vers Nagashizar, se faisant extrêmement ralentir par les gobelins, toujours présents pour l'emmerder, et les nains vengeurs. Donc là, les morts-vivants, ils ont fait très mal. Ils ont réattaqué l'Empire et surtout, ils viennent de tuer Thorek. On arrive à l'été 2524. L'été 2524, ben les impériaux, fous de rage, ils vont pas se laisser faire quand même. Ils ont été attaqués. Eh bien, un grand maître, le grand maître de Eldaname, donc c'est bien le frère ou le cousin, je sais plus, de Leitdorf, Marius Leitdorf, qui est un chevalier impérial qui se respecte. Sa cité vient d'être attaquée, on lui a volé l'artefact qu'il était censé protéger. Avec sa petite armée de chevaliers du sang de Sigmar, il va attaquer la Sylvanie. Sauf que là, dans le roman, il y a 5 armées qui foncent en Sylvanie. Il y en a 5. Il part pas tout seul, normalement. Il part avec l'armée d'Eltarion. Eltarion, les Hauts-Elfes, envoyés par Tyrion pour sauver Aliatra. Sauf que non, elle n'est pas capturée. Donc, il part tout seul. Il part tout seul. Pas d'elfes sylvains envoyés dans le roman aussi qui disparaissent parce que what the fuck la logique. Non. Il n'y a que 3 armées sur 5 par rapport au roman. Il y a les impériaux qui attaquent par l'ouest la Sylvanie, parce qu'il ne faut pas rêver quand même, mais bon, c'est des chevaliers de Saint-Sigmar. Il y a aussi, comme je vous le disais, les nains qui se méfient et qui ont bien compris que les morts-vivants ont des pions qui bougent et donc un Grim qui descend des montagnes. Et il y a l'autre force, la grande force qui ne veut pas que les morts soient trop puissants, le chaos, qui envoie Malagor avec ses hommes bêtes attaquer la Sylvanie. Les impériaux, désolé pour eux, mais ils vont se faire défoncer par les forces en présence en Sylvanie, pensant que la Sylvanie est abandonnée de tous les dieux. Non, elle a beaucoup de morts vivants dedans, beaucoup de nécromants, ils vont se faire défoncer. Et les forces du chaos de Malagor vont
sont les hommes bêtes et elles vont être attirées par l'armée de Ungrim. C'est une bataille que vous avez vue sur la chaîne aussi. Et Ungrim va remporter cette victoire presque en tuant Malagor, qui a utilisé un point de destin à ce moment-là dans cette bataille et dans cette timeline. Mais Ungrim aura tellement eu de dégâts qu'il ne pourra pas attaquer la Sylvanie et devra rentourer à Karak Kadrin. Donc, la Sylvanie est exempte des assauts des 3 armées et Uhtred von Karstein peut facilement repartir avec tous les artefacts de Nagash, tous les prisonniers de Nagash en direction de Manfred, en direction de Nagashizar pour faire le rituel que demande Manfred, le rituel de la réinvocation de Nagash, ou en tout cas de son pouvoir. Pour terminer l'été, eh bien, c'est Malekith qui a enfin réussi à mobiliser ses armées, mais qui perd 40 Kar, Clark-Caronde et Agraef. Il perd 3 cités majeures elfes noirs, 2 par les forces du chaos et une dernière par les Skaven de Tretchlake-Kifreti. Et on arrive à l'automne. L'automne 2524, les Skaven continuent leur assaut, comme je viens de vous le dire. Ils viennent attaquer du côté ouest en Lustrie, en sud-ouest en Lustrie. Ils viennent d'attaquer en nord-est, en nord-ouest avec la Malekith et 40 Kar. Et ils attaquent aussi les nains. Trot le Galeux, allié à Ikit la Griffe, attaque la cité de Karak Kadrin à peine 2 semaines après le retour d'Ungrim de la bataille contre Malagor. C'est une bataille que vous avez aussi vue sur la chaîne. La bataille se soldera par la disparition dans les montagnes de Trot le Galeux, rendu fou et en fuite par tout simplement la panique qu'il a vue dans cette bataille. Mais aussi, ça sera la défaite terrible et colossale en termes de scénario d'Ungrim. La forteresse de Karak Kadrin, attaquée par des abominations de Malphos contenant du gaz nocif mortel de Malpierre, eh bien, sera contaminée pour des années entières. Ungrim est obligé de s'exiler de la ville avec les survivants, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la ville. Et Ungrim perd beaucoup de choses à ce moment-là. Il perd le Tal de Grimnir à l'intérieur de Karak Kadrin. Et il sauve le mieux qu'il peut, mais sa cité, elle, pour moi, sera inhabitable pendant des années. Et pas détruite par les gaz comme dans le roman. Ikit, par contre, lui, super content, s'en ira en ayant réussi son objectif. Ungrim et son peuple ayant perdu sa forteresse, ils vont construire un hôtel de Grimnir ambulant. Et oui. Pour suivre, en fait, tout simplement le culte des tueurs. Vont beaucoup devenir des tueurs. Et ils vont se diriger vers, avec tous les survivants qu'ils disposent, vers les alliés les plus proches, c'est-à-dire les impériaux. Et c'est là que Ungrim et ses survivants vont croiser quelqu'un qui monte, lui, au nord. Ils vont croiser Gelt avec son armée impériale. Et Gelt, reconnaissant bien sûr le roi tueur de Karak Kadrin, quand même, Gelt est instruit, on va pas rêver, il lui explique son plan. Et Ungrim comprend qu'il peut peut-être trouver la mort au nord et enfin répondre à son vœu de tueur. Et il va suivre Gelt parce qu'en plus, il peut lui amener quelque chose que Gelt n'a pas, la science des runes de Karak Kadrin pour les forges runes qui ont survécu. Et c'est ainsi que Gelt s'allie aux nains pour monter au nord et donc partir à 2 armées et non pas une seule. De l'autre côté au sud, les 3 armées mort-vivantes, Neferata, très ralenti, Manfred qui a attendu Uhtred et qui sont partis tous ensemble après à Nagashizar avec Krell, se préparent pour le rituel de l'invocation du pouvoir de Nagash, mais qui ne pourra être que pendant la nuit des mystères, pendant la Gamisnart. Khalida, elle ressent bien sûr tout ce qui se passe dans les montagnes du Nord. Elle se doute que la présence toute proche de sa cousine n'est vraiment plus loin. Et Khalida part en direction du Nord, par la mer, et demande à un allié de Noumas, le roi d'Ankortep, de la suivre pour venger tout ce qui a été fait pour les rois des tombes hellénées et cariens de la part de Neferata. Du côté de Gelt, il arrive à Kislev et rencontra Katarina accompagnée de Ungrim. Et il explose enfin son plan. Il va utiliser, durant l'afflux énorme de magie de la nuit des mystères, la magie locale de Kislev avec tous ces cercles magiques qui se traînent dans la région, un cercle magique antique, et mêlant en plus une magie qu'il ne maîtrise pas, la magie de la glace omniprésente en Kislev, il va lancer son sortilège cataclysmique. Il lui faut un balayage de vent de magie, il lui faut la présence des cercles de Kislev concentrés, et il lui faut à la fois la magie des runes, sa magie alchimique et la magie de la glace. Et tout simplement, il veut créer ce mur mêlant la glace, le métal et les runes, le bastion blanc. Il va demander ça à la tsarine, l'autorisation de le faire, et Katarina va
accepté. Geltelgrim, alors, ainsi que les Kislevites qui s'allient à eux, se préparent, mais c'est alors qu'une énorme armée du chaos est repérée au nord, et ça y est, Archaon a trouvé un général pour attaquer en prémisse, Chrome le Conquérant, qui est envoyé à l'avant-garde pour ravager Kislev, mais qui ne trouve rien à ravager, parce que Kislev a fait la technique de la terre brûlée. Les elfes, et surtout les hauts elfes, consolident leurs forces et se préparent pour l'assaut qui arrivera très certainement de Malekith, ou en tout cas se préparent à la guerre qu'Aliatra leur a annoncée. Ils sont prêts, ça fait 1 an qu'ils se préparent, et surtout, ils préparent une armée, peut-être pour aller aider le vieux monde. Une armée prête à débarquer. Enfin, Valmir-Esling au nord, Valmir-Esling, le prince des monts de Tzeentch, électron libre du chaos, s'inspire du travail d'Archaon et part recruter d'autres lieutenants pour sa propre fin des temps. Il va soumettre le dragon du chaos Galroche et s'en faire un allié de poids. Car si Archaon peut dominer tous les dieux, est-ce que lui ne pourrait pas dominer toutes les forces de Tzeentch? C'est ce qu'il se dit peut-être. Pour terminer ce résumé, qui est un peu long je sais, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est la fameuse nuit des mystères de l'automne 2524. Il se passe 2 faits majeurs colossaux, énormes vraiment, dans ma timeline de ma fin des temps. C'est l'invocation du pouvoir de Nagash et c'est le bastion blanc. Le rituel de l'incarnation du pouvoir de Nagash, il va démarrer à Nagashizar au moment de la fin des temps. Il ne se passe pas en Sylvanie comme dans le roman, mais il se passe à Nagashizar, qui pour moi est l'un des seuls endroits où on pourrait essayer de réinvoquer Nagash. Le seul problème, c'est que les contes vampires n'ont pas récupéré la totalité des artefacts de Nagash. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas le réinvoquer sur Terre à pleine puissance, parce qu'ils n'ont pas le bâton qu'ils auraient dû récupérer en Bretonie. Donc, la solution qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent absorber la quasi-totalité du pouvoir de Nagash en une seule et même personne. Un seigneur de la nuit, celui qui va devenir le plus puissant d'entre eux. Sauf que ce sont des vampires. D'un côté, vous avez Manfred, le grand nécromant maître de la Sylvanie, celui qui pète plus haut de son cul. Vous avez de l'autre côté Uhtred, jeune vampire ambitieux qui voit son maître presque maintenant comme une proie. Et surtout, vous avez Neferata, la reine des vampires, la toute première d'entre eux. Rajoutons en milieu de tout ça Krell, qui attend le bon moment pour décapiter tout le monde. Bien entendu, ils vont commencer à se dire « Ah, attends, peut-être devoir se battre entre nous ». Et c'est au moment du début de l'incarnation de Nagash, au moment où les contes vampires sont prêts à s'entre-déchirer, que Khalida et le roi d'Encortep, soumis à Numas, vont attaquer. Khalida, elle est là pour une chose, déjà buter sa cousine, et surtout que personne ne puisse refaire naître Nagash. Nagash, celui qui a maudit son peuple, et Nagash, celui qui, par second degré, a créé les vampires, et donc sa cousine. Le rituel va commencer alors que Manfred, Neferata et Uhtred, qui est sous ses ordres Krell soignés, ne savent pas encore qui héritera du pouvoir de Nagash. Cependant, Khalida arrive avant le sacrifice définitif des prisonniers de Manfred, qui sont nécessaires, je le rappelle, à ce rituel. C'est-à-dire que les prisonniers, la fée enchanteresse, Volkmar et l'essence divine de Valaya qu'a ramené Neferata ne sont pas détruits. Il faut que les vampires gagnent pour qu'ils soient détruits et qu'il y ait une incarnation de la mort. Uhtred, Krell et même Neferata seront tués dans cette bataille. Cette bataille est aussi sur la chaîne. Elle a été même tournée en direct sur Twitch et on a fait une rediff un peu en mode commentateur sportif. Cette bataille est l'une des plus gigantesques qu'on avait fait, je crois que c'était une 5000 points. Le roi d'Encortep, le roi des tombes non nommé qu'on avait, mais c'était le roi de l'armée, roi des tombes de mon pote qui m'a vendu l'armée. Donc le petit plaisir, Julien, le roi d'Encortep, magnifique, qui accompagnait Khalida. C'est d'ailleurs lui-même qui va détruire l'autel et pour de bon empêcher le rituel de Nagash et par ce fait sauver les otages. L'élu de la déesse Aspic divisera ses forces après avoir battu les vampires. Vous avez remarqué que, comme dans la bataille, Manfred n'est pas mort et s'est enfui. Il repart au nord, la petite yotte, et on va voir ce qu'il va faire. Mais les morts-vivants viennent de prendre un énorme revers. Sauf que, l'élu de la déesse Aspic, seule survivante véritable de la bataille, mis à part Manfred qui s'est enfui,
Khalida, eh bien, elle se retrouve avec des prisonniers et des artefacts de Nagash. Qu'est-ce qu'elle en fait? C'est pas une gentille non plus, Khalida. Pour moi, c'est pas une gentille. C'est quand même une reine des tombes. Elle est neutre, entre guillemets. Ce qui fait qu'elle va diviser ses forces. Elle va laisser les forces d'Ankortep qui étaient venues avec leur roi prendre les prisonniers, Volkmar, l'essence divine de Valaya et la fée enchanteresse, et les ramener à Numas. Elle s'en fout, sont des prisonniers. Pour elle, elle n'en a aucune utilité. Par contre, Khalida va prendre les artefacts de Nagash. L'épée, la main, la couronne, l'armure. Et elle va ramener tout ça à Libaras pour les détruire. C'est son plan. Car si elle les détruit, Nagash ne pourra plus jamais revenir pour de bon. Bien évidemment, le fait d'avoir séparé ses forces permet aux prisonniers qui ne sont plus sous l'emprise des morts-vivants surpuissants de pouvoir utiliser quelques petits sortilèges, surtout la fée enchanteresse, pour appeler des renforts. Et comme je vous l'ai dit, il y a 2 batailles pendant la fin des temps, pendant la Game Nisnark de 2024. Il y a aussi la bataille du Bastion Blanc, que vous avez vue il n'y a pas longtemps sur la chaîne. La bataille du Bastion Blanc, elle débute en Kislev également durant la Nuit des Mystères. Crom le Conquérant, qui est allié à Malagor, qui veut se venger de Ungrim et ses hommes bêtes, attaque l'armée de Gelt et d'Ungrim, massée au nord de la ville de Vdoya. C'est une ville qui existe sur la carte et qui est juste au sud du Lynx du Sud. Gelt comprend alors au début de la bataille que les vents de magie qui étaient censés être surpuissants durant cette nuit précise, seul moyen nécessaire pour lancer son sort, sont ultra bridés. Il explique la situation qui se lévite et ils comprennent qu'un cercle de magie environnant doit être détraqué. Les servantes Katharina partent alors en direction du site de magie pour le purifier, tandis que Gelt et Ungrim tiennent le plus longtemps possible contre les chaotiques. Et les Kislevites découvriront le changelin et ses démons de Tzeentch en train de saboter un des cercles majeurs de magie de glace, d'où l'approvisionnement de magie qui est en train de se faire. Ils réussiront non sans mal à abattre le changelin et ses démons, et ils réussiront même à purifier le cercle de magie. Sur le champ de bataille, alors déjà Ungrim tuera en combat singulier Crom le Conquérant au début de la bataille, directement pour bien montrer que Ungrim a tout perdu et il ne partira pas sans détruire tout ce qu'il aura en face de lui. La bataille va être colossale. Les impériaux seront très fortement malmenés par les hommes bêtes, tandis que les tueurs d'Ungrim, ils se sacrifieront et ils tiendront face aux chaotiques de Crom, mort après mort, coup de hache après coup de hache. La bataille, elle va s'achever lorsque, épuisés par le combat et les vents de magie qui tout d'un coup redeviennent surpuissants parce que le cercle de magie est libéré, Gelt réussira tout de même à lancer son sortilège cataclysmique, mais en puisant la totalité du reste de simulacre de vie qu'il avait. Lui et son Pégase vont se transformer en glace dans le siège de Kislev avant de chuter de plusieurs mètres de haut sur le sol. Son corps se fracassera en morceaux et une faille du chaos s'ouvrira à l'endroit même de sa chute, emportant dans la ruine, littéralement, le bâton de volant. Au moment où l'immense mur magique de glace, d'acier et de runes s'élèvera, le chaos sera pris au piège, en tout cas la force de Crom, les survivants, et sur des centaines de kilomètres, le bastion blanc sera dressé. Au moment où le mur va se lever, ça va se dresser sur des centaines de bornes, Malagor, obnubilé par le pouvoir qu'il voit, ne verra pas le boulet de mortier qui va lui arriver sur la tronche et qui va le décapiter. Plus de point de destin, Malagor. Ce qui fait que Gelt, Crom le Conquérant et Malagor sont tués lors de cette bataille. Ungrim aura perdu le quart des survivants de Karakadrin partis au nord avec lui. Et les impériaux auront presque été exterminés. Cependant, le nord de Kislev et donc du Vieux Monde est désormais protégé par le Bastion Blanc, longeant le Linsk du Sud et les montagnes des Dents de Chargun jusqu'à la mer des Griffes. Les montagnes du bord du monde, tout le long de la rivière, les montagnes centrales de Kislev jusqu'à la mer des Griffes. Donc le chaos vient de perdre beaucoup de choses là. Mais les impériaux aussi. Pour terminer ma timeline, de toutes les batailles que nous avons faites, c'est la fin de l'automne. Lorsque les forces rois des tombes d'Ankortep, qui elles ne partent pas par la mer en direction d'Ibaras, mais par les terres en direction de Numas,
Lorsque ces forces rois des tombes vont arriver vers la rivière Mortis, ils vont tomber face à une énorme armée bretonnienne. Bien entendu, les rois des tombes se seront étirés pour ne pas laisser les prisonniers tous au même endroit. Et tout simplement, les Bretonniens, appelés par les murmures magiques de la fée enchanteresse enfin libérée des manigances de Manfred, vont venir sauver la fée enchanteresse des griffes des rois des tombes. Et c'est ainsi que, alors que ça fait depuis plus de 3 à 4 ans que la Bretonie n'a plus de tête pensante, n'a plus de chef, la fée enchanteresse est sauvée par Hippolyte de Bastogne et sera ramenée en Bretonie. Ce qui fait que les Bretonniens vont rejoindre le camp de l'ordre parce que la fée enchanteresse va avoir entendu beaucoup de choses pendant sa convalescence, enfin, en tout cas pendant son enlèvement. Ce qui fait que ma timeline, pour l'instant, se termine au tout début de l'hiver 2524 et on a encore beaucoup de choses à voir. Make the right one. Donc voilà. Sachez que ça m'a demandé pas mal de temps de préparer cette vidéo, de vous faire vraiment le résumé, et pas un résumé en narratif qui sera pas beaucoup vu, ou un résumé extrêmement détaillé où la vidéo durait 30 heures. Mais on avait fait ceci en stream, ça avait beaucoup plu à la communauté de voir un petit peu ce qui se passait dans ma timeline, et je trouvais que c'était très intéressant pour avoir vraiment une remise à niveau déjà de tout ce que j'avais fait, de toutes mes conneries que j'avais dites aussi, parce que je suis un humain, ça m'arrive aussi. Il n'y a pas que Games Workshop qui peut faire des erreurs, tout le monde peut les faire. Ils les ont fait, je les ai faites aussi. J'espère les avoir réparées avec cette vidéo, d'avoir remis une concordance posée et des événements organisés, en tout cas, véridiques, jouables, vérifiés pour l'instant. Les dés sont les seuls vrais dieux de Warhammer. Certains héros légendaires sont morts, d'autres ont survécu alors qu'ils n'auraient vraiment pas dû. Mais que voulez-vous, c'est ça Warhammer Battle, et ça annonce encore beaucoup de parties de la fin des temps. Et le monde n'est pas encore sauvé. Allez, portez-vous bien, et à la prochaine pour d'autres vidéos.